Madame, c'est bonjour et bonjour à tous. Bienvenue à cette autre édition de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. D'ailleurs, nous sommes donc vendredi, c'est la dernière édition de la semaine. Je vous propose qu'est-ce que la presse a proposé en tout cas à ses lecteurs ce matin. La nouvelle expression, par exemple, parle de la crise anglophone avec l'armée désormais sur plusieurs fronts. C'est le grand titre du journal. En plus de traquer les terroristes de l'Amazonie, les forces de défense et de sécurité vont désormais s'équiper pour tronçonner les arbres abattus qui barrent d'ailleurs les voies, refaire également les routes coupées par les tranchées, assurer la sécurité des autorités administratives et des populations qui vont aller aux urnes le 7 octobre 2018. C'est en page 3 du journal. Le même journal qui parle également de l'affichage des campagnes. Le RDPC organise le désordre. Les affichages du candidat du parti au pouvoir occupent tous les espaces dans les différentes villes du Cameroun, au mépris du code électoral, fulmine d'ailleurs les opposants. C'est en page 10 et 11 du journal disponible dans les kiosques ce matin. Et puis on parle aussi des Lions indomptables avec la FIFA qui délibère sur le cas Ntep. Pour la procédure de changement de nationalité du joueur a déjà abouti. Il peut donc jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, mais il reste donc des détails à finaliser. C'est en page 12 de la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Les du Sahel qui est dans les kiosques parle du maillot Sava. 6 morts dans une attaque de Boko Haram. C'est ce qu'on dit en page 2. Le journal parle également de la visite de Paul Biya. Les travaux de la voirie urbaine paralyse la circulation à Maroua. En page 2, le journal s'intéresse aussi à autre chose. Dans le Diamaré, une plateforme numérique de campagne créée pour le RDPC. En page 2, dans ce numéro, également disponible dans les kiosques ce matin. Autre journal, c'est la météo qui parle de diversification des cultures de rente. Paul Biya offre plus d'1 million de plans d'anacardier aux populations, donc sous la coordination du Minresi, Madeleine Tchente, de l'IRAD, et qui procède notamment à la vulgarisation même de cette variété dans les régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa et de l'Est Cameroun grâce au financement de 1 milliard, un peu plus de 1,5 milliard de francs CFA du chef de l'État. C'est dans le dossier de la page 5 à la page 7. Paul Biya, pourquoi je sollicite vos suffrages, l'intégralité même de la profession de foi du président candidat, et à découvrir donc en page 8 et 9 du journal la météo disponible dans les kiosques ce matin. Puis Info Matin parle également de la présidentielle 2018. Plus de 46 000 débrouillards marchent pour Paul Biya à Yaoundé. Mototaximen, Bayam Selam, vendeurs à la sauvette et consorts ont tenu hier à manifester leur attachement aux idéaux de paix qu'incarne l'homme du 6 novembre. C'est en page 9 du journal avec d'autres informations aussi. Parlant de la campagne électorale, panique dans l'état-major de Okwete, le secrétaire général du comité central du RDPC, blâmé par le président candidat, réoriente dans les précipitations, donc les opérations de programme et même de propagande sur le terrain. C'est en page 3 du journal, parlant notamment de ces différentes campagnes que l'on n'aperçoit pas beaucoup. Et donc à la suite de ce blâme qui a été fait et révélé également ce matin par le journal Info Matin. À lire également dans la presse ce jour, il y a Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle de Cabral Libye, véritable phénomène ou bulle politique. C'est une question. Mais 10 experts s'affrontent sur ce sujet dans le journal Émergence. Émergence qui parle également du soutien au président Paul Biya, le boulevard du 20 mai et l'hôtel de ville pris donc d'assaut par ces jeunes des différentes associations et des différents mouvements qui sont retrouvés à Yaoundé pour manifester leur attachement au président de la République, au président candidat Paul Biya. C'est dans le journal. Et puis on parle de football féminin. Canon vise donc la montée en première division. C'est toujours dans Émergence disponible dans les kiosques ce matin. Et puis le journal L'Essentiel parle de Cabral Libye, trébuche sur le Coran, dossier à lire dans le journal disponible. Le même journal parle également du soutien. Paul Biya offre 1,5 milliard aux cotoculteurs. Donc dans ce journal également, on peut parler aussi de sa venue donc dans cette partie du pays pour le lancement de la campagne. C'est un sujet que je vous invite à lire également dans le journal L'Essentiel et d'autres informations aussi. Le journal Le Messager qui est dans les kiosques ce matin parle d'évasion à la prison de Woum. On compte les morts à Bamenda et à Boya, dossier à lire en page 4. Le journal s'intéresse également
à la présidentielle avec les confidences de Valsero. Je vous invite à lire l'article en page 9. Et aussi, on parle d'un autre fait, donc cette bataille d'intérêt économique, donc les non-dits de l'affaire Vietel Global Investment, dans le numéro disponible ce matin. Donc, sous cette confrontation, en tout cas entre les Camerounais et bien entendu les Vietnamiens, qui se dévoilent le combat pour la libération même de l'espace commercial, donc au Cameroun. C'est-à-dire, donc, parlant notamment de ce sujet qui fait la une de ce numéro aussi dans les kiosques. Le journal Le Quotidien de l'économie parle également du 7 octobre 2018 avec leur voix qui compte. Ils sont nombreux également, ces gens qui ne battent pas campagne comme les autres, mais qui attendent quand même le jour J pour dévoiler leurs secrets, c'est-à-dire dans les urnes aussi. C'est un autre article à lire dans le journal Le Quotidien de l'économie et d'autres informations à lire ce matin. Dans le même numéro, Le Quotidien Le Jour parle d'une Camerounaise esclave donc au Koweït qui parle finalement. Elle exprime un peu le désarroi et les difficultés dont elles font face depuis des années dans cette partie de la terre. Donc aujourd'hui, et c'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Le Jour. Le journal s'intéresse aussi à la politique avec quelques acteurs, ces chanteurs qui ont défié le pouvoir. C'est dans le numéro disponible ce matin. Donc on voit d'ailleurs les noms qui sont cités et bien sûr des visages bien connus. Le journal est disponible dans les kiosques. Le Soir hebdomadaire s'intéresse également à ce record de mobilisation. Plus de 40 000 citoyens derrière Paul Biya. Et puis on parle de la lutte contre le chômage avec des Vietnamiens qui s'occupent également de ce volet qui est évoqué par le journal, de ce Nextel défie le gouvernement camerounais. Qu'est-ce qui fait véritablement problème? C'est un autre dossier à lire dans le journal, le Soir hebdomadaire, disponible dans les kiosques ce matin. Alors, ils sont avec moi sur ce plateau, nos invités, comme tous les jours d'ailleurs. Georges Semi, bonjour. Bonjour à vous, M. Nogo. Bienvenue. Merci, bonjour à tous les inconditionnels de votre programme. Très bien, merci d'être là. Camille Nelly, bonjour. Flavien Malonongo, bonjour. Bonjour, téléspectateurs d'Equinox Télévision et bonjour à tous ceux qui, comme moi, ont été émerveillés hier par l'inauguration de la très pimpante et très orgueilleuse Marie de Douala Premier, qui a été une cérémonie qui s'est passée sur le boulevard Leclerc hier. Il faut dire que le maire Jean-Jacques Lengue-Malapa a quand même marqué ses 2 mandats avec la construction, la mise sur pied de cette mairie qui est l'un des plus beaux joyaux dans le cadre des infrastructures. Alors, mais sur le terrain, ce n'est pas... Il y a contraste de toute façon parce que sur le terrain, on ne voit pas les réalisations en même temps. Non, moi je parle de la mairie. Je parle de la mairie. Alors, les populations attendent mieux que ça, de toute façon. Mais je pense que le maire Lengue-Malapa a inscrit son nom, que c'est lui qui aura construit la mairie. Jusqu'à présent, la mairie de Douala Premier était en location, ce qui était une aberration tout de même. Ah, ok. En tout cas, la presse est revenue ce matin sur d'autres sujets importants également, parlant de la crise anglophone avec l'armée désormais sur plusieurs fronts. L'armée va désormais devenir à côté des défenses, des intérêts des hommes et bien entendu des biens. Il faut avoir d'autres forces pour abattre les arbres que l'on a... on jette sur la rue, donc dans la rue avec les exactions perpétrées par les sécessionnistes. Bien évidemment, depuis le début de cette crise, l'armée est au front militaire contre les sécessionnistes. Mais au fur et à mesure que cette crise évolue, on se rend compte qu'elle est obligée d'effectuer certaines tâches qui sont extra-militaires, qui relèvent parfois du civil. Vous parlez des arbres abattus tout simplement parce que la technique, le mode opératoire des sécessionnistes consiste désormais à bloquer les routes afin de freiner l'évolution de cette armée. Heureusement que cette armée est dotée d'un matériel adéquat pour dégager ces obstacles qui sont mis sur la route de sa progression. Mais il y a également une autre dimension qu'on peut relever dans le déploiement de notre armée dans les régions anglophones. Il y a cet aspect qu'on appelle, en termes techniques, l'aspect civilo-militaire qui constitue ce volet où l'armée est obligée d'impacter à côté de son action militaire, de poser des actes sociaux en reconstruisant des écoles qui ont été détruites par les sécessionnistes ou alors en dotant de salles de classe, de bancs, les écoles qui ont été également attaquées par les sécessionnistes. On l'a vu tout récemment avec le BI qui a doté toute une école du côté de Bamenda qui avait été attaquée par les sécessionnistes et qui n'existait plus du tout. Donc
à côté donc de cette campagne militaire, il y a cet aspect civilo-militaire qu'il faut bien évidemment mettre à l'actif de notre armée, et c'est la raison pour laquelle certainement nos confrères de la nouvelle expression en ont fait allusion ce matin. Ça rentre dans le cadre de l'assistance humanitaire dont on a évoqué très souvent sur ce plateau. Non, ça rentre certainement dans ce volet-là, mais je pense que ça rentre dans les missions de l'armée. La mission de l'armée, c'est pas seulement de défendre le pays et les frontières du pays, l'arme à la main, mais c'est aussi de participer à beaucoup d'autres actions. Et quand la nouvelle expression titre ce matin que l'armée est sur plusieurs fronts, elle a raison, effectivement. Elle fait le détail notamment de ces arbres qui sont cassés, qui sont coupés et posés en travers des routes et sentiers du sud-ouest et du nord-ouest, pas seulement pour empêcher l'avancée de l'armée, mais même la circulation des personnes et des biens. Bon, quand on pense donc que l'armée camerounaise est sur ces fronts-là, non seulement dans la région du sud-ouest, mais dans celle du nord-ouest aussi, et sans oublier l'extrême nord, parce que l'armée, c'est pas seulement là-bas. Vous voyez, tel que vous l'avez vu dans l'œil du Sahel, il y a des personnes qui sont encore en train d'être tuées, comme ces 6 personnes qui ont été tuées en revenant du marché. L'armée est vraiment au four et au moulin, et c'est certainement pour cette raison que elle est en train de procéder à un recrutement massif de commandos, tant au niveau du BIR que des autres corps de l'armée. Mais l'armée, il faut dire qu'elle n'a jamais été autant sollicitée depuis sa naissance en 1959. Très bien. Alors, donc, c'est en page 3 du journal La Nouvelle Expression. On peut lire, parlant de l'armée qui, désormais, sur plusieurs fronts, vous aurez l'occasion de lire l'article et de pouvoir comprendre exactement quel est le traitement qui a été réservé à ce sujet. Et on parle également du journal Info Matin qui parle de la présidentielle. Plus de 40 000 débrouillards, précise bien, débrouillards qui marchent pour Paul Biya à Yaoundé. Mais vous savez que c'est une couche importante de notre société, ceux qu'on appelle les débrouillards, c'est-à-dire ceux qui exercent dans les petits métiers pour survivre au quotidien. Et avec cette campagne électorale qui est lancée, il constitue davantage un vivier électoral pour les candidats. C'est la raison pour laquelle les états-majors politiques jettent leur dévolu sur ce type d'électorat qu'il faut nécessairement aguicher, tout simplement parce que d'abord ils sont les déçus d'une politique qui a été mise sur pied par le gouvernement, et il appartient donc, je prends là le cas du RDPC, il appartient à cet état-major d'investir tous ces lieux où on trouve ces débrouillards afin de leur tenir un certain discours qui leur permettra peut-être de donner leur voix au RDPC. Mais les autres candidats également s'investissent auprès de ces personnes par diverses méthodes, par des approches de meeting, mais également par un porte-à-porte avec un discours qui est tout à fait différent de celui qui sera porté par les RDPC. Mais je pense qu'avec la configuration sociologique de l'électorat, ceux qui sont appelés les débrouillards, ou alors ceux qui exercent les petits métiers, y compris les benzineurs, les mototaximens, sont ceux qui vont apporter un plus dans l'électorat des divers candidats. Et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, on a vu la semaine passée M. Atangandji, dans la région du littoral, il a rencontré les mototaximans qui sont au Cameroun au moins 100 000 mototaximans. Donc ça constitue un important vivier électoral. Donc il faut les approcher. Et également, il y a d'autres militants du RDPC et des autres partis qui vont dans les marchés où il y a ces débrouillards afin de leur faire passer le discours qui leur permettra peut-être d'accorder leur vote à ces différents candidats. Alors, le sujet fait le tour de plusieurs tabloïds ce matin pour dire que on profite un peu de ces corps sociaux un peu fragiles d'une façon ou d'une autre pour leur proposer du miel. Ben, c'est le bétail de campagne. Vous savez, les mêmes qui ont marché comme des brouillards à Yaoundé, vous allez trouver les mêmes qui vont aussi aller accueillir Kamto, qui vont accueillir Akarimuna. Leur problème, c'est qu'il y a d'abord un intérêt immédiat. L'autre jour, j'étais du côté de Mbouda, où j'ai vu une caravane de Ben Skinman et de Bayam Selam qui est en train de sillonner les rues, entre la route entre Galim et Mbouda. Et c'est des débrouillards aussi, il y en a plein. Donc moi je pense que il y a un effet de matraquage psychologique aussi maintenant dans les journaux quand on étale le nombre parfois exorbitant de catégories sociales au Cameroun qui marchent pour le RDPC, qui donnent leur soutien au RDPC. Oui, c'est des slogans de campagne, c'est des artifices de campagne, mais toujours est-il que je pense qu'il faut attendre le jour de l'élection parce que on connaît la rouerie des Camerounais, on connaît aussi leur côté malin, qui sont capables de manger, de rire avec vous et de voter pour l'autre. Mais toujours est-il que la campagne est très très animée et cette campagne de l'élection 2018 absolument différente de la campagne 2011.
Alors, donc on peut lire l'article dans le journal Info Matin et en même temps on peut lire on lit également qu'Abetare Ouya, Blaise Moussa promet un 100% en faveur de Paul Biya. Ce sont tous des militants du RDPC. La nouvelle expression est revenue sur l'affichage des campagnes. Le RDPC organise le désordre, c'est ce que dit le journal, avec des affichages du candidat, les affiches du candidat du parti au pouvoir, RDPC précisément, qui inondent carrément tous les espaces. Bien, le fait n'est pas d'inonder les espaces. Je crois que la loi électorale est assez claire sur le format d'abord des affichages, parce que lorsqu'on observe les affichages, le format de l'affichage du candidat du RDPC, ils sont hors normes. Et c'est la raison pour laquelle le MRC a bien voulu porter plainte contre cet affichage hors normes. Mais également, il y a une sorte de délinquance électorale dans les deux camps, que celui du RDPC, que celui de certains candidats de l'opposition, où lorsque on vient apposer une affiche et sur un point public, on enlève d'abord l'affiche du concurrent et on installe celle de son candidat. Ça viole non seulement le civisme électoral, mais ça viole également le sacro-saint principe du code de bonne conduite qui a été signé par la plupart des candidats. Il y a même des situations où il y a quasiment des bagarres entre deux camps qui se sont retrouvés sur un point en train d'afficher les étiquettes de leurs candidats, alors qu'il y a un code de bonne conduite qui a été signé et qu'il faudra tout simplement respecter. Donc, le tout n'est pas d'envahir l'espace, il est important pour chacun des candidats de respecter le code de bonne conduite, mais également de respecter le code électoral qui prescrit certaines normes en période de campagne électorale, surtout en ce qui concerne l'affichage. On a vu, on voit difficilement les affichages, les affiches des autres candidats. On a quand même vu 2 ou 3 affiches dans les environs de Bonacouamon, de Gargamanadi, l'un des candidats également à ce scrutin. Mais allez partout à travers le Cameroun, vous allez trouver des affiches bleues de la force de l'expérience. Moi, je pense que c'est d'abord un abus surdimensionné des moyens d'État, parce qu'aucun parti, aucun de ces candidats n'a les moyens d'afficher autant d'affiches à travers toute la République. Bon, déjà qu'ils n'avaient que 15 millions de francs ne peuvent même pas financer la production des affiches dans toute la ville de Douala. Mais il y en a à Douala, il y en a à Bonabéry, il y en a à Mbanga, il y en a partout qui ont été codés le même jour. Ça veut donc dire que... Sur les motos, les véhicules... Je parle même des murs, et même des clôtures de particuliers, des barrières de particuliers. Mais maintenant, les autres n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens puisque déjà la majorité n'a pas eu accès à la moitié de leur financement pour la campagne. Ils ont refusé de le prendre. Ils ont refusé de le prendre. Le financement était disponible. Et moi, ce qui m'a fait rire, j'ai lu une boutade dans les réseaux sociaux que je ne fréquente pas beaucoup. Il y a un internaute qui fait dire, vous cotisez 30 millions pour venir gagner 150 millions. Vous croyez que l'élection, c'est la MIDA, vous apportez 30 millions pour gagner 100 millions. Non, je veux dire que plus sérieusement, l'affichage du RDPC écrase tous les autres. Le candidat du RDPC écrase tous les autres parce que, bien entendu, il a des moyens surdimensionnés. Il est vrai. En violation des textes, bien entendu. En violation des textes. Et ça va même faire l'objet certainement de recours après l'élection. Mais tu veux dire qu'on ne voit que le candidat du RDPC. Et moi, je pense que ce texte aussi aurait dû prévoir un certain quota, une certaine organisation pour que certains candidats ne soient pas favorisés que d'autres sur le plan de l'affichage. Donc, il y avait un travail qui était à faire avec les régisseurs de publicité des grandes villes. Bon, maintenant aussi, comme vous le dites, on ne voit que du RDPC partout. On ne voit que des messages du RDPC partout. On voit quelques timides affiches des autres. Bon, ça aussi, c'est les réalités de la campagne. Mais je crois qu'on ne peut pas jeter la paix au RDPC s'il est omniprésent. Il s'agit d'une bonne stratégie d'occupation de l'espace. D'une stratégie. Voilà, d'une bonne stratégie de l'occupation de l'espace. En pareille circonstance, tous les coups sont permis. Tous les coups ne sont pas payés, mais je crois que leur stratégie est bien mûrie. Et pourquoi les opposants ne peuvent pas également occuper l'espace qui est déjà investi par le RDPC? Mais ils n'ont déjà pas les moyens. En faisant quoi? Mais ils n'ont pas les moyens, certes, mais officiellement, ils ont reçu chacun 15 millions. Donc, ça leur permet déjà d'avoir les mêmes moyens 15 millions que le RDPC pour se déployer. Ça, c'est un autre débat, bien évidemment. Non, c'est un autre débat. Mais je crois que c'était un débat important. Reprocher au RDPC d'avoir mis ses affiches partout, alors que l'opposition a également la possibilité, les candidats de l'opposition ont la possibilité de le faire. Non, il est vrai aussi. Et là, je vous rejoins, les militants et sympathisants et partisans du RDPC ont cotisé des centaines de millions partout à travers le Cameroun, ce qui n'a pas été le cas des autres. Mais toujours est-il qu'il y a une disproportion extraordinaire au niveau de l'affichage.
Très bien. Alors, donc on peut lire l'article également dans le journal ce matin, et le même journal parle d'étudier les slogans des présidentiables difficiles d'en devoir, des affiches, en tout cas, on l'a évoqué avec ce cas également. Donc on peut comprendre aussi à la suite de ce sujet, l'affichage des campagnes, qu'on peut aussi parler des slogans de ces différents ces différents candidats. Alors, autre chose que l'on peut lire dans la presse, dans le cadre de cette élection présidentielle, on parle de la campagne électorale avec la panique dans l'état-major de Kouété. Donc le secrétaire général du comité central du RDPC blâmé par le président candidat aujourd'hui a demandé l'orientation, la réorganisation même de ces actions qui sont menées sur le terrain. Il estime qu'il ne voit pas des rassemblements, des grands rassemblements comme ça a souvent été le cas, même s'il faut utiliser ou la méthode porte à porte est celle qui est plus adaptée en ce moment. Je ne sais quelle crédibilité donner à cette information, parce que pour que Paul Biya tire les oreilles à côté, il aurait fallu que quelqu'un soit là pour assister à cela et le répercuter à la presse. Mais cependant, je pense que le RDPC a certainement été ébranlé par le premier meeting de Cabral Libye à la Cité SIC pour dire que c'est quoi cette histoire-là? Regardez ce qui se passe, regardez comment les autres sont en train de se préparer. Mais je pense que jusqu'à présent, le RDPC a le vent en poupe. Il a une stratégie de communication certainement bien huilée, une stratégie de communication, un véritable rouleau compresseur. Donc, je ne pense pas que le RDPC, qu'il y ait une véritable panique au sein du RDPC, non, je ne pense pas. Je pense que le RDPC, est en train de revoir les choses en se disant que, ce qu'on ne pensait pas peut arriver maintenant. Les gars peuvent vraiment ébranler notre stratégie au point de déplacer peut-être plus de personnes que nous sur certains sites. Et aujourd'hui, regardez, la Cité SIC, le camp de la Cité SIC, qui n'était qu'un petit terrain de football, est devenu un lieu mythique aujourd'hui, depuis le meeting de Cabral Libye. Alors, je veux dire, Georges Semé, lorsque vous parcourez, vous lisez la petite une donc, de Info Matin, on a l'impression que la mobilisation de Cabral Libye a inquiété un peu le RDPC. Pas seulement celle de Cabral Libye, il y a également eu celle de Camto qui a poussé l'état-major du RDPC de source dignes de foi à provoquer une réunion d'urgence, pas dans la panique, mais d'urgence afin de revoir un peu le déploiement des troupes du RDPC sur le terrain. Et nos confrères d'Info Matin pensent que c'était un désaveu contre Jean Kouété, qui avait mis sur pied une autre stratégie qui malheureusement n'a pas porté ses fruits sur le terrain. Donc je crois que la réunion qui s'est tenue, et comme je l'ai dit, de bonnes sources qui s'est tenue à la présidence de la République, a débouché sur un redéploiement de troupes, mais surtout sur une stratégie efficace afin de se rapprocher un peu de la technique qui a été mise sur pied par les candidats Cabral Libye et Camto, qui consiste à investir les grands lieux publics, à haranguer la foule et à passer le message qui est attendu auprès de l'électorat. C'est également, ça a été également le lieu de rappeler à M. Jean Kouété d'impulser une autre stratégie qui est celle du porte-à-porte, d'aller à côté de ceux qui n'ont pas toujours l'occasion de venir assister au meeting, ou alors de ceux qui sont détenteurs de carte électorale et ne sont pas encore décidés à voter tel ou tel candidat. Mais vous savez que ce type de déploiement est parfois extrêmement délicat et est accompagné surtout de petits cadeaux qu'il faut amener à ces personnes auxquelles on va rendre visite. Donc, le redéploiement a été repensé du côté du RDPC, les grands meetings comme dans les années 90, mais également le porte-à-porte pour ramener les indécis et ceux qui n'ont pas toujours le temps d'assister au meeting, de voter pour le RDPC. Et c'est également cette stratégie aujourd'hui qui est mise sur pied non seulement pas seulement par Cabral Libye et Maurice Kamto, par les autres candidats aussi, Matomba et les autres, qui vont pratiquement dans toutes les maisons afin de présenter leur offre politique. Je suis aussi. Donc, alors, c'est à lire dans le journal Info Matin, donc en pied de une. On va également dire un mot sur ce qui se déroule dans l'Aile du Sahel, qui parle du Mayo Sava, avec 6 morts dans une attaque de Boko Haram. Et en même temps, on parle également dans le quotidien Le Messager de ce matin, on compte les morts à Bamenda et à Boya. C'est à la suite de l'évasion à la prison de... On n'a pas encore fini de compter les morts. Moi, je pense, et je l'ai souvent dit ici sur ce plateau, Flavien Valonongo, que ce qui se passe aujourd'hui à l'extrême nord, ce n'est plus tellement Boko Haram, c'est beaucoup plus de bandes armées, c'est beaucoup plus du grand banditisme avec des gens. Regardez par exemple ces fameux 6 morts qui ont été tués entre Mora et Ouaza. Ce sont des gens qui revenaient d'un marché périodique et qui ont été arrêtés au coin d'une broussaille par des gens qui sont venus, qui les ont tués. Quand on vient du marché, on se déplace avec de l'argent.
argent ou avec des vivres. Donc, c'est beaucoup plus de grand banditisme du côté de l'extrême nord maintenant. Boko Haram, vous vous souvenez, venait avec des gens des enfants, des femmes, des hommes qui venaient, qui procédaient à des explosions et qui repartaient, qui se disaient que c'était terminé. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est des villages qui sont attaqués, c'est des villageois qui sont enlevés, qui sont kidnappés, c'est des demandes de rançon. Donc, ça veut dire que le mode d'insécurité du côté du Grand Nord a changé de forme et de format. Mais tandis que du côté du sud-ouest et du nord-ouest, c'est aussi des bandes armées dont on ne peut pas dire qu'elles sont toutes liées ou interconnectées par un commandement central, mais non seulement qui pillent les édifices publics, qui tuent des agents de maintien de l'ordre, mais qui maintiennent une insécurité permanente. Donc, on peut dire que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, il y a cette affaire de crise anglophone, du moins que j'appelle moi la crise sécessionniste, mais qui, elle, est en train de se transformer aussi dans certains de ces compartiments en opération de grand banditisme, tout simplement. Alors, le messager parle dont on rencontre les morts à Bamenda et à Boya. Tout cela continue d'alimenter la psychose au sein de la population. Oui, une grande psychose, parce que ce soit dans les régions anglophones ou alors du côté où sévit Boko Haram, il y a des morts et encore des morts. Et je ne voudrais pas personnellement minimiser la capacité de nuisance de Boko Haram, comme les doyens qui semblent dire que ces lieux sont plutôt investis maintenant par des bandes armées, des criminels, des bandits. Boko Haram est encore là et continue de sévir. Et la une de l'aide du Sahel nous démontre à suffisance, même si on sait qu'il y a encore le grand banditisme dans ces régions. Donc l'armée est face à ces fronts, tant contre le grand banditisme, mais également contre Boko Haram. En plus de cette crise que l'on observe dans les régions du sud-ouest et du nord, et c'est assez malheureux parce que en même temps, plusieurs crises à la fois, ça met à mal l'effectif de l'armée, mais également ça ébranle quelque peu la paix sociale qui est déjà suffisamment fragile avec une certaine activité de désinformation. Elle est de plus en plus fragilisée avec ces incursions des bandes armées du côté du sud-est et du nord-ouest et de la région où des régions où sévissent Boko Haram. Très bien. On va lire le sujet, en tout cas la une du journal Le Messager. Le Messager également en pied de une les noms dits de l'affaire Vietel Global Investment. Le journal fait savoir que c'est une espèce de bataille d'intérêt économique en ce moment. Moi je pense que Le Messager s'en tient à la note de droit de réponse qui a été adressée, parce que vous savez, l'affaire Vietel, c'est une affaire qui a fait les choses gras de la presse il y a un peu plus d'1 an, avec ce conflit qui a eu entre des membres du Camerounais évoluant à l'intérieur du groupe Vietel et les autorités. Bon, cette affaire-là a conduit à la fermeture de Vietel, qui était une structure de téléphonie mobile qui avait vraiment le vent en poupe et qui avait recruté quelques centaines de jeunes, parce que quand vous entriez dans les bureaux de Vietel, vous trouviez des jeunes de 20 à 25, 26, 27 ans, tous ceux derrière leur computer. Ça avait réduit le taux de chômage, vous voulez dire? Ça avait réduit le taux de chômage, ça avait occasionné un transfert de technologie pour ces jeunes sont replongés à nouveau dans... Non, Vietel est fermé depuis. C'est chômage, et ça fait donc... Vietel est fermé depuis, mais la cause de la fermeture. Mais quand, par exemple, on dit que c'est une question d'intérêt économique entre les partenaires, le directeur de Vietel était un Camerounais, le directeur local de Vietel était un Camerounais. Vietel est arrivé ici, c'était des intérêts vietnamiens, mais à la vérité, il y a eu un problème au niveau de l'apporteur d'affaires, c'est-à-dire que la personne qui a réussi à mettre Vietel en selle au Cameroun et qui faisait partie du conseil d'administration et qui, à un moment donné, a tout fait pour qu'elle ait un statut particulier. En tout cas, l'intérêt d'évoquer le sujet, c'est parce qu'on a vu plein de Camerounais qui sont désormais au chômage à la suite de ces guerres. C'est une affaire de conflit d'intérêts. À l'intérieur. Mais moi, je ne pense pas que ce soit une affaire entre les Vietnamiens et les Camerounais. Non. C'était à l'intérieur. Ça s'apparente de toute façon. Ça a été suivi par des Camerounais. Parce que les Vietnamiens veulent contrôler la situation sur le terrain, même si ça se passe au Cameroun. De toute façon, c'est un sujet à découvrir dans le journal. Le Messager de ce matin. Autre chose, on va dire un mot sur le drame des Écarts avec Camrail, c'est dans la Nouvelle Expression. Camrail qui conteste donc sa condamnation. Vous l'avez évoqué, vous l'avez lu également, la société ferroviaire Camrail donc a été déclarée coupable. Oui, avant de rebondir sur ce sujet, je crois que je vais dire un mot sur Vietel. Rappelons quand même aux Camerounais que Vietel, c'est la maison mère de Nextel. Et c'est cette entreprise qui a été à la base de la création de Nextel. Ils ont fait venir un personnel et ils ont fait venir une expertise technique. Et on constate également que dans la plupart des entreprises où le capital, l'actionnariat est mixte, c'est-à-dire public-privé ou alors nationaux étrangers, il y a toujours des problèmes dans le partage des postes stratégiques. Et c'est
la situation qui nous conduit aujourd'hui à au sujet qui a été évoqué aujourd'hui par les journaux, où Nextel procéderait à une certaine dictature, Viettel procéderait à une certaine dictature de l'actionnaire qui est majoritaire aujourd'hui en ce qui concerne la répartition des postes entre les cadres et les employés subalternes. La question a été évoquée. On dit là où il y a l'argent, la logique disparaît. Tout à fait. Parfois. Donc c'est la question fondamentale des articles qui ont été publiés dans la presse aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à la catastrophe des écarts, je crois que le droit a été dit et certains responsables, dont l'ancien directeur général de Camara a été reconnu coupable en ce qui concerne M. Vandenboom. Je crois qu'il a écopé de 6 mois avec sursis sur 3 ans, je pense. Et d'autres responsables de Camara ont été reconnus coupables dans le cadre de ce drame. Mais je pense que la principale question se situe maintenant au niveau des indemnisations. Dans un communiqué qui a été rendu public par Camara, ils disent que non seulement ils ne sont pas d'accord avec le verdict rendu public par le tribunal de première instance des écarts qui reconnaît ces responsables coupables, et ils ne sont pas du tout d'accord par l'expertise et les spécialistes qui ont été consultés dans le dossier d'instruction qui a conduit à la culpabilité de Camara. Il y a donc la question des indemnisations qui a été évoquée dans le communiqué de Camara, mais il y a également l'aspect des disparus, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont portées disparues, soit parce que leur cadavre était méconnaissable, soit alors parce que ils étaient là lors du drame, ils sont décédés, mais ils ne disposaient pas de pièces d'identité par devers eux. Donc, il y a plusieurs contentieux qui devraient être tranchés à côté de cette décision qui a reconnu les responsables de Camara coupables. Et jusqu'aujourd'hui, bien évidemment, on attend toujours que un rapport d'enquête précis nous soit délivré. Un a déjà été rendu public, mais il a été joint au dossier d'instruction et la population ne sait toujours pas ce qui s'est exactement passé dans le train 152 à l'occasion de ce drame. C'était le 21 octobre 2016. Tout à fait. Oui, c'était le 21 octobre et c'est un dossier qui va rester noir pendant très très longtemps parce qu'au niveau de l'expertise, il est vrai qu'on a établi que sur le plan technique, les wagons étaient défectueux et que le conducteur de wagon lui-même roulait à très vive allure. Et que le cartement des rails était ne permettait pas. Justement, voilà. Donc il y a une responsabilité technique qui est indéniable, qui colle sur Camara. Et surtout, l'autre vérité, c'est qu'on sait très bien que ces wagons étaient des wagons de qualité discutable. Donc, que le tribunal aujourd'hui les acheteurs ont-ils été repérés? Les acheteurs, mais pas que les acheteurs ont été repérés, on sait qui a acheté. On sait qui était à cette époque-là ministre des Transports au moment où ces wagons ont été achetés. Et on sait très bien comment ça s'est passé. Mais le problème, c'est que... Pourtant, non, c'est un grand renfort de publicité, en tout cas dans les médias. Oui, mais vous savez, c'était des vieux wagons qui avaient été repeints et qui avaient l'air neufs, alors qu'en réalité, c'était non seulement des wagons de seconde, mais qui étaient arrivés ici avec des dysfonctionnements. Mais cependant, l'action de Camara aujourd'hui au niveau du tribunal va certainement donner l'occasion de faire du dilatoire pendant de longues années, mais toujours est-il qu'on ne peut pas dire que le Camara ne porte pas de responsabilité directe sur ce qui est arrivé, et d'un et de deux. Le problème des indemnisations, vraiment, qui devait être le côté le plus marquant de cette affaire-là, parce que Camara est assuré, et dans une catastrophe comme celle-là, les réassureurs sont là pour payer, mais alors, toutes les séquelles. Mais il y a des gens, comme j'en ai vu un, qui dit que lui, il s'en est sorti avec une diminution de 80%, il ne peut plus jamais rien faire dans sa vie. Comment est-ce que ce monsieur va continuer à vivre? Tout simplement parce qu'il avait pris un train et qu'il a été victime d'un accident. Donc, l'affaire Camara, on n'a pas fini d'en parler et va certainement... Il y a d'autres aspects. Oui, surtout que le procès n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Camara se propose d'interjeter appel... D'accord. Alors, on va lire le sujet en page 2 de la nouvelle expression parlant de ce drame des écarts. Camara qui conteste d'ailleurs sa condamnation à la société ferroviaire. Camara qui a été déclaré coupable, c'était mercredi dernier. Vous vous souvenez, donc à Edira, le tribunal de première instance des écarts, dans l'affaire de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016. On lit tout cela dans le journal. Et également, dire un mot avant de sortir sur le quotidien Le Jour qui parle d'une Camerounaise esclave au Koweït qui parle finalement. Oui, cela suit cette vidéo qui a fait le tour du Cameroun où une jeune dame disait qu'elle vivait avec ses autres compatriotes camerounaises dans des conditions d'esclavage. Alors, cela a crevé l'abcès et ça a permis à d'autres personnes qui ont choisi de s'exiler du côté du Koweït de sortir de l'ornière et de déclarer les conditions dans lesquelles elles vivaient. Le gouvernement camerounais, heureusement, a réagi promptement en
rapprochant ces personnes des œuvres sociales qui sont situées, des œuvres sociales camerounaises qui sont situées du côté du Koweït, en collaboration avec les représentations diplomatiques du Cameroun de ce côté-là. On espère que tout va rentrer dans l'ordre afin que, comme ça s'est passé avec les Camerounais en Libye, que ces personnes soient rapatriées au Cameroun et que ça leur serve de leçon en leur démontrant que l'Eldorado, ce n'est pas toujours le mirage qu'on vous montre. L'Eldorado peut se retrouver au Cameroun et ça doit faire leçon après l'épisode qui a été vécu avec les Camerounais de Libye. Camille Nélé, est-ce que ça change véritablement les mentalités des uns des autres à partir de tout ce qui est révélé dans la presse, des violences, des sévices et autres subis par ceux qui sont là-bas et qui veulent à tout prix rentrer? Entre-temps, il y a certains qui font des plans pour partir aussi. Et Camille Briand a chanté une chanson il y a quelques années, tout baigné bobé, des murs à douane. C'est-à-dire que l'embouchure est pleine de tempêtes, mais les gens vont là toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes-là qui ont choisi de quitter le Cameroun, ils ont choisi de quitter leur propre pays qu'ils considèrent comme l'enfer. Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de travail, ils n'arrivaient pas à vivre, ils n'arrivaient pas. Donc il y a un problème de responsabilité des dirigeants de ce pays. Maintenant, quand ils s'en vont ailleurs en se disant que l'herbe est plus verte chez les voisins, ils ont trouvé un enfer encore plus insoutenable. C'est vrai, c'est pitoyable, mais vous savez, il faut comprendre ces jeunes aussi qui, faute de trouver de quoi vivre dans leur propre pays, se disent qu'ils peuvent aller chercher ailleurs et réussir comme beaucoup ont réussi. Parce que beaucoup, on parle de ceux qui ont échoué, de ceux qui ont la malchance. On ne parle pas. C'est une question de chance cette fois. C'est une question de chance. Vous savez, il y en a qui sont morts dans le désert, qu'on a enterré dans le désert, dont les parents n'ont plus jamais eu aucune trace, mais qui sont partis d'ici avec de l'argent, en traversant le désert du Sahara ou du Kalahari, sont morts là-bas, on les a enterrés sur place, les autres ont continué. Donc ça, ce n'est qu'un aspect. Mais cette vidéo de cette jeune fille qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a ému tout le monde a démontré tout simplement que l'enfer, ce n'est pas seulement au Cameroun, il y a parfois pire ailleurs. Mais ces personnes dépensent quand même des millions de francs CFA pour s'expatrier. Pourquoi ne pas utiliser ces millions de francs CFA au Cameroun, dans un petit commerce Alors on dira que c'est les conditions actuelles qui ne permettent pas, en tout cas, ces gens de pouvoir tout de moins continuer à rester. Alors merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Les lecteurs vont trouver de quoi se régaler dans les kiosques ce matin. Ceux qui auront la possibilité de faire un tour. Donc, retrouvons-nous la semaine prochaine, lundi, et surtout, passez un week-end excellent, sans excès. Merci. De toute façon. Allez, bon week-end à tous.